Module 4. Exigences juridiques concernant les entreprises. Pour installer et lancer votre entreprise, assurez-vous de faire les démarches juridiques qui s'imposent. Au cours de ce module, nous allons discuter de certaines exigences juridiques impliquées dans le lancement de votre entreprise. Mon premier conseil est de consulter un conseiller juridique. Je vous encourage à chercher un avocat spécialiste des petites entreprises qui puisse vous aider à naviguer dans ce processus. Vous aurez sans doute besoin d'un comptable aussi. Le comptable vous conseillera sur la comptabilité et les impôts et l'avocat vous conseillera quant aux exigences juridiques. C'est de l'argent bien dépensé. Alors mettez-vous à la recherche d'un avocat et d'un comptable. La première chose est de décider du mode de fonctionnement de votre entreprise. Est-ce que ce sera une société de capitaux, une société en nom collectif ou une entreprise individuelle? Cela dépend de votre vision et de vos projets pour l'avenir et c'est pour cela que je vous incite à chercher des conseils professionnels. Commençons donc par les différentes structures d'entreprise et du pour et du contre de chacune. L'entreprise individuelle a l'avantage d'être très simple à mettre en place. Vos états financiers sont simples et vous pouvez les faire vous-même ou faire appel à un comptable pour les faire. C'est cette deuxième option que je recommande. Il n'y a pas d'enregistrement à faire si vous fonctionnez en votre nom propre et cela peut avoir des avantages au niveau des impôts. Alors ce serait peut-être une bonne façon de commencer. Vous comprendrez aussi que si vous commencez en tant qu'entreprise individuelle, vous pourrez toujours convertir votre entreprise en société. Je répète qu'il vaudrait mieux demander des conseils à votre comptable à ce sujet. Considérons quelques désavantages. Il faut réfléchir au premier. C'est que votre responsabilité n'a pas de limite si vous avez des actifs et si quelqu'un décide de vous poursuivre en justice, vous risquez alors tous vos actifs. Par ailleurs, l'entreprise cesse aussi d'exister lors de votre décès. Donc, si vous avez de la famille et que vous souhaitez leur transmettre leur entreprise, il y aurait à ce moment-là de nombreuses difficultés juridiques. Une entreprise individuelle peut aussi avoir des problèmes au moment de faire une demande de crédit car le prêteur doit baser sa décision sur une personne au lieu d'une entité. Vous êtes imposé en tant qu'individu, ce qui fait que les impôts sont basés sur vos revenus et cela peut nuire beaucoup à la croissance de votre entreprise. La solitude peut être un autre inconvénient. Beaucoup de propriétaires d'entreprises cherchent un associé parce qu'ils n'aiment pas diriger leur entreprise tout seul. Mais en fin de compte, si ça vous plaît, allez de l'avant. La forme juridique suivante est la société en nom collectif. Tout d'abord, les avantages. Encore une fois, elle est très simple à mettre en place. Le grand avantage d'une société en nom collectif est que les associés peuvent avoir des compétences complémentaires. Alors, moi, je m'occupe des opérations et vous du marketing, par exemple. Et aussi, il est facile de mettre fin à l'entreprise. Voilà donc le pour de cette option, très simple à créer, les finances sont faciles, alors vous pourriez décider d'aller dans ce sens. Mais il faut aussi savoir qu'en commençant avec une société en nom collectif, on peut tout de même se constituer en société de capitaux par la suite. Toutefois, cette option comporte des inconvénients qu'il faut prendre en considération. Les associés sont conjointement et individuellement responsables des dettes d'une société en nom collectif. C'est un peu intimidant parce que cela veut dire que si j'intente une action contre votre entreprise, je pourrais chercher à faire payer tous les associés ou vous-même en tant qu'individu. Il y a souvent des disputes aussi entre les associés. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai travaillé avec des propriétaires de petites entreprises qui se plaignent de se disputer avec leurs associés. Il n'y a pas de continuité si l'un des associés meurt ou si un associé décide de quitter la société. De plus, chaque associé est imposé en tant qu'individu. Alors, plus vous gagnez, plus vous payez. Si votre entreprise est en croissance et produit des bénéfices considérables qui sont réinjectés dans l'entreprise, cette forme d'imposition pourrait devenir un problème. La forme juridique la mieux structurée pour protéger vos actifs et alléger vos impôts est probablement la société de capitaux, surtout lorsque vous commencez à faire beaucoup de bénéfices. Vous pourriez y trouver un grand avantage. Ce qu'il y a de bien avec une société de capitaux est la séparation juridique qui limite votre responsabilité. Tant que vous n'avez pas signé pour assumer la responsabilité des actifs de l'entreprise, votre responsabilité sera limitée. Alors, si j'intente une action contre votre entreprise, c'est la société qui sera en cause sans que vous soyez impliqué. Un avantage important est le fait de pouvoir transférer des actions.
Regardons un exemple. Deux d'entre nous lancent une nouvelle société, puis nous trouvons une personne qui a de l'argent et nous voulons la faire entrer dans la société. Cette personne peut acheter une participation sous la forme d'actions. L'entreprise a une continuité, ce qui fait que le décès d'un associé permet à sa famille d'hériter des actions et de maintenir les opérations de la société. Il y a aussi des avantages au niveau des impôts. Le grand avantage au Canada est que nous avons un taux d'imposition pour petites entreprises et je vous encourage à en discuter avec votre comptable. Cela peut vraiment apporter un bienfait à votre entreprise. Ce taux est faible et cela fonctionne en favorisant les petites entreprises. De plus, du point de vue marketing, les gens perçoivent une société de capitaux comme une entreprise plus professionnelle. Ce n'est qu'une perception, bien sûr, mais les perceptions sont parfois importantes. L'un des inconvénients d'une société de capitaux est que le coût de sa constitution est plus élevé. Vous pouvez le faire vous-même, mais je vous recommande de payer un avocat ou un comptable pour le faire à votre place, surtout si vous êtes plusieurs à le faire. La loi exige une divulgation plus complète des états financiers d'une telle société. Il va falloir engager les services d'un comptable, ce qui coûtera davantage pour faire vos états financiers à la fin de l'année. Mais je vous encourage à chercher des conseils au sujet de l'impôt sur le revenu parce qu'une société de capitaux peut garder une bonne partie des bénéfices dans la société afin de payer moins d'impôts. Alors, allez chercher des conseils sur les impôts qui pourraient jouer nettement en votre faveur. Donc, si vous voulez développer une société, une entreprise importante, parlez à votre avocat et à votre comptable quant à la constitution en société de capitaux. Peut-être pas à court terme, mais à long terme. C'est un choix qui a beaucoup de mérite. Voici maintenant quelques conseils au cas où vous décideriez de vous associer avec d'autres personnes. Vous devez toujours, absolument toujours, mettre vos ententes sous forme de contrat écrit. Dans ce contrat, il faut préciser la contribution de chacun à votre expérience, ce que chaque associé va apporter, argent, matériel, connaissances. Toutes ces contributions doivent être écrites noir sur blanc. Les responsabilités de chacun, votre rôle à vous, le rôle de vos associés doivent être précisés de façon très claire afin que tout le monde les comprenne. La répartition des bénéfices et des pertes. Souvent, on pense surtout aux bénéfices, mais il peut aussi y avoir des pertes. Combien chaque associé va-t-il recevoir comme salaire? Comment va-t-on décider cela? En cas de dispute, comment va-t-on la résoudre? Et si l'entreprise doit être vendue ou dissoute, comment va-t-on évaluer l'affaire et qui va faire cette évaluation? Vous voyez donc qu'il existe beaucoup de difficultés qui peuvent survenir. Je vous inciterai à noter toutes ces choses sur papier, puis à les apporter à un avocat ou peut-être que chaque associé devrait les apporter à leur propre avocat afin de dresser un contrat qui satisfasse tout un chacun. Ceci serait tout à fait logique et peut vous épargner beaucoup de soucis et de conflits dans le futur. Pour ce qui est des disputes, vous pourriez nommer un comptable ou un avocat qui les traitera. Pour l'évaluation de l'entreprise, vous pourriez faire de même et nommer un comptable qui va évaluer votre entreprise. Pensez bien à toutes ces choses. Et les avocats, surtout ceux qui travaillent avec les petites entreprises, ont l'habitude de composer ces documents. L'important est de noter vos renseignements pertinents. Ils vont vous aider à rédiger un contrat qui marche pour tous les 2 ou 3 ou quel que soit le nombre d'associés que vous aurez dans votre société en nom collectif ou société de capitaux. Parlons des autres questions juridiques que vous devez régler. En matière d'impôt, vous devez inscrire pour la TVH si vous prévoyez un chiffre d'affaires dépassant 30 000 $ par an. Pour certaines entreprises, il est bon de s'inscrire pour la TVH même si vous ne dépassez pas 30 000 $. Je vous recommande d'en parler avec votre comptable. Une autre chose qu'il vous faut faire est de vous enregistrer pour les retenues sur le salaire. Si vous employez des gens, il faut s'enregistrer à cette fin. L'autre chose qui peut vous affecter est la CSPAAT, la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. C'est une considération importante, surtout si vous avez des machines et que vous travaillez dans le secteur du bâtiment. Je vous encouragerai de nouveau à communiquer avec la Commission et à demander s'il y a des exigences applicables à votre cas. Les assurances. Vous pouvez décider d'obtenir une assurance responsabilité civile protégeant vos actifs ou vos employés ou des personnes présentes dans vos locaux.
Mais encore une fois, il vaut mieux demander des conseils juridiques à ce propos. Parlez à un avocat ou à un comptable, ils ont de l'expérience avec les petites entreprises et ils peuvent vous aider. Du côté droit de l'écran, je vous ai placé des liens. Vous avez l'Agence des revenus du Canada qui vous offre des renseignements approfondis sur l'enregistrement des entreprises et comment s'y prendre. Vous avez la CSPAAT qui offre des conseils et une orientation pour les petites entreprises. Ensuite, il y a des renseignements sur l'enregistrement pour la TVH. Parlez donc de tous ces différents points avec votre comptable et allez faire vos recherches et mettez ces choses en place. En ce qui concerne vos permis et vos autorisations, voici un excellent lien www.bizpal.com. Allez-y pour vérifier les permis nécessaires pour votre activité particulière. Pour résumer, faites vos recherches. Assurez-vous d'avoir tous les éléments juridiques en place. Si vous exploitez votre affaire à partir de chez vous, faites attention. Il ne faudra pas faire de bruit ni trop de va-et-vient, car les voisins pourraient se plaindre et vous seriez obligé d'arrêter votre activité. Soyez-en conscient et parlez-en avec le personnel de votre municipalité. Ils pourront vous guider et vous diriger dans le bon sens. Résumons donc. Les priorités d'abord. Demandez des conseils juridiques et des conseils comptables. Ensuite, renseignez-vous sur les différentes structures, entreprises individuelles, sociétés en nom collectif et sociétés de capitaux. N'oubliez pas que vous pouvez changer et que vous pouvez donc commencer en tant qu'entreprise individuelle et plus tard créer une société de capitaux. Assurez-vous d'avoir toutes les ententes par écrit et soyez certain que votre entreprise fonctionne légalement. Si vous vous occupez de ces aspects, tout ira bien, mais soyez certain de le faire sans attendre. Voici un exercice à faire. Prenez rendez-vous avec votre comptable et votre avocat pour vous assurer que les questions juridiques soient bien réglées, que tout soit en place afin que vous puissiez dormir tranquillement. Présentez-vous à votre hôtel de ville pour vous renseigner sur le fonctionnement légal de votre entreprise. Le personnel pourra vous conseiller, vous guider pour que ces aspects soient bien en règle. Ensuite, vous pouvez ouvrir votre entreprise. Alors, allez-y, faites toutes ces choses et lancez votre affaire.